Le 1 août 2025, un seul décret fiscal fit vaciller tout un pays. Washington imposa sans préavis une taxe de 50% sur le beurre de karité, pilier de l'économie burkinabé. Pendant que l'Occident y voyait un simple outil de politique commerciale, Ibrahim Traoré dénonça une guerre économique déguisée. Alors, une question surgit. Si un embargo peut briser des vies en un jour, peut-il aussi déclencher une rébellion continentale? L'Afrique choisira-t-elle de plier ou de transformer la douleur en puissance souveraine? La promesse n'était pas abstraite. Elle concernait directement la vie de 160,000 femmes dont le travail quotidien faisait battre le cœur de l'industrie du karité. Pour elles, chaque cargaison stoppée signifiait des repas manqués, des enfants privés d'école, des communautés privées de ressources vitales. Ibrahim Traoré parla alors non seulement d'économie, mais de dignité collective. Il affirma que ces combats définiraient si l'Afrique pouvait encore être réduite à un simple fournisseur ou si elle deviendrait enfin une actrice souveraine. Le risque semblait colossal. Perdre des débouchés en Occident, affronter le poids d'une superpuissance, gérer une crise sociale immédiate. Mais derrière ces risques se cachait un enjeu plus grand. Prouver que l'Afrique pouvait tracer son propre axe commercial et imposer le respect de choix. Un micro-détail soulevait déjà la curiosité. Et si le karité devenait l'étincelle d'un bouleversement global? Le choc fut brutal et mesurable. En 48 heures, le volume du transport chuta de 32%, un effondrement que même les pires années de sécheresse n'avaient pas provoqué. À Bobo-Dioulasso, les camions chargés de tonneaux de beurre demeuraient immobiles. Les chauffeurs, payés à la distance parcourue, dormaient dans leurs cabines, prisonniers d'un immobilisme imposé par Washington. Dans les villages, les coopératives fermèrent les portes. Des centaines de femmes, habituées à broyer, pétrir et conditionner, restèrent assises, les mains encore couvertes de pâte grasse mais sans acheteur. Mini-révélation. Le beurre n'était pas un produit secondaire, c'était l'artère économique d'un État. Washington pensait jouer une pièce d'échiquier. Ibrahim Traoré y vit une tentative d'étranglement qui trahissait une logique plus profonde, maintenir l'Afrique dans une dépendance structurelle. Mais ces calculs oubliaient une donnée essentielle, la capacité d'un pays à pivoter, car derrière le silence des routes bloquées s'esquissait une réinvention. Les coopératives, fragiles mais soudées, devinrent les symboles d'une résistance inattendue. Le contraste entre effondrement immédiat et promesse de survie posait la vraie question. Que vaut une industrie lorsqu'elle cesse d'être marchandise et devient identité? C'est ici que la trajectoire bascula et que la riposte se mit en place. Au milieu de cette tempête, des visages précis incarnèrent la résistance. À Kaya, Salamata Konaté réunit 16 collègues sous un néem desséché et leur rappela qu'elles n'étaient pas que des exportatrices. « Nous sommes des mères, nous sommes des combattantes », dit-elle d'une voix ferme. À Bulsa, Amandata observait SES mains crevassées, tachées par la pâte, et se demandait si le lendemain apporterait pain ou faim. Ces récits révélaient une vérité crue. La crise frappait au niveau le plus intime, celui de la survie quotidienne. Pourtant, derrière chaque hésitation, perçait une détermination nouvelle. Car Ibrahim Traoré, loin de supplier ou de céder, se posa en guide. Il refusa le langage de la soumission et adopta celui de la riposte. Ce choix fit de lui non seulement un président, mais une figure de continuité pour des millions de citoyens. Son geste incarnait une conviction. On peut stopper des cargaisons, mais on ne peut pas suspendre la dignité. En d'autres termes, le karité n'était plus seulement un produit agricole, il devenait un étendard. Chaque geste de résistance signalait que le Burkina Faso refusait de se laisser réduire à une statistique. Tout commença par un choc brutal, mais la réponse prit la forme d'une séquence méthodique. Le 1 août, l'annonce du décret américain tomba comme une sentence. 50% de taxes, sans consultation, sans délai. Dans les heures qui suivirent, les bureaux d'achat se vidèrent, les lignes téléphoniques transatlantiques se figèrent et les coopératives locales basculèrent dans l'attente. CE fut l'instant zéro, le point de bascule. Dès le 2 août au matin, Ibrahim Traoré convoqua les syndicats agricoles régionaux à Ouagadougou. Devant eux, il parla d'une guerre économique maquillée en politique commerciale. Le ton n'était ni plaintif ni hésitant. Il annonça un programme d'assistance d'urgence pour soutenir les coopératives frappées par l'arrêt brutal des exportations. « Ils ne nous briseront pas en affamant nos familles », déclara-t-il.
Cette phrase, reprise par radios et télévision, devint en quelques heures un slogan de survie et de fierté. Dans les villages, les coopératives hésitaient. Fallait-il cesser toute production au risque de perdre la matière brute? Ou continuer au risque de voir les stocks s'accumuler? À Kaya, des femmes décidèrent de maintenir l'activité, persuadées qu'un débouché finirait par apparaître. À Bobo-Dioulasso, au contraire, les entrepôts fermèrent leurs portes, incapables de payer l'électricité. Cette divergence illustrait la tension nationale, tenir coûte que coûte ou suspendre pour survivre. Pendant ce temps, à Washington, le silence fut assourdissant. Aucun communiqué clair, seulement de vagues justifications en termes de réajustement stratégique. Mais derrière ces mutismes se cachèrent des calculs. Les stratèges américains visaient la pression, l'épuisement et, à terme, la capitulation. Qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la vitesse du pivot burkinabé. Le 3 août, les premières rumeurs coururent dans les médias africains et asiatiques. Ouagadougou cherchait de nouveaux partenaires. À Nairobi, à Mumbai, les éditoriaux saluèrent une posture audacieuse. À Dubaï, les analystes de marché débattirent déjà des risques de répercussions mondiales. Le four août à 10H17 précise « La contre-attaque devint officielle ». La Chine annonça l'ouverture de licences d'importation pour 128 entreprises prêtes à traiter directement avec le Burkina Faso. Le contraste était frappant. En 3 jours, Washington avait déclenché une crise. En moins d'une semaine, Ouagadougou traçait un nouvel axe. Sur une carte, Ibrahim Traoré montra au ministre le glissement, des routes fermées vers l'ouest, un couloir ouvert vers l'est. Cette image résumait l'esprit du pivot. N'était plus une réaction défensive, mais une décision stratégique. Dans les campagnes, les nouvelles redonnèrent espoir. À Kénédougou, les femmes dansèrent devant leur coopérative, chantant que « Demain, on travaille encore ». À Ouagadougou, les ministres parlèrent déjà de diplomatie du karité. Et dans les laboratoires de Denver ou de Miami, des marques cosmétiques commencèrent à paniquer. Les formules sans beurre burkinabé perdèrent leur texture, leurs clients, leur fidélité. Ainsi se déroula la séquence. Choc initial, paralysie, hésitation, riposte, puis réorientation. Le temps d'une semaine, un produit longtemps marginalisé devint l'outil d'un bras de fer planétaire. Le fil rouge était clair. Chaque heure d'arrêt à Bobo-Dioulasso équivalait à 1 heure de repositionnement à Pékin. Que certains prenaient pour une rupture n'était en réalité qu'un déplacement du centre de gravité. Ibrahim Traoré transforma une sanction en levier. L'impact de la taxe se mesura rapidement et les chiffres parlèrent plus fort que les discours. En 48 heures, le volume du transport national s'effondra de 32%. Chaque camion immobilisé à Bobo-Dioulasso représentait non seulement des tonnes de beurre perdues, mais aussi des journées de salaire envolées pour les chauffeurs payés à la distance. Cette baisse brutale équivalait, selon le ministère du Commerce, à un manque à gagner de plusieurs millions de dollars en une seule semaine. Autrement dit, une seule décision extérieure avait suffi à inverser des décennies de progrès accumulés avec patience. Mais au milieu de cette chute, un autre chiffre surgit comme un contrepoint. Le four août, quand Pékin officialisa les licences d'importation, l'indice des futurs du karité à Londres bondit de 11%. Mouvement révéla 2 choses. D'une part, la fragilité d'un marché dépendant d'une seule source et d'autre part, la capacité du Burkina Faso à influencer un secteur mondialement stratégique. En d'autres termes, la crise n'avait pas seulement appauvri, elle avait créé une rareté dont Ouagadougou pouvait tirer un nouvel avantage. Un 3e indicateur compléta tableau. 2 semaines après l'embargo, 3 hubs logistiques internes furent activés dans les villes de Léo, Koudougou et Banfora. Les rapports du ministère des Transports signalèrent une réduction des délais internes de 40%. Concrètement, des camions qui mettaient autrefois 5 jours à franchir les routes dégradées du corridor de Dori parvenaient désormais à destination en 3. Cette optimisation signifiait plus qu'une simple amélioration technique, elle traduisait la volonté de transformer l'épreuve en opportunité structurelle. 3 chiffres, 32%, 11% et 40% constituaient un récit en soi. D'abord l'effondrement, signe de vulnérabilité. Ensuite, le bond des marchés, signe de visibilité. Enfin, la réduction des délais, signe de résilience. Chacun d'eux portait une signification. La chute de 32% montrait que le pays était réellement exposé aux pressions extérieures, que SES Infrastructure pouvait être paralysé en un clin d'œil.
L'augmentation de 11% rappelait que, paradoxalement, la rareté burkinabé conférait au pays un pouvoir inédit sur un marché de niche mais stratégique. Et la réduction de 40% prouvait que cette crise devenait un accélérateur de réformes que personne n'aurait imaginé en temps normal. Dans CE Triangle de chiffres, Ibrahim Traoré trouva une narration politique. Il montra à SES compatriotes que la souffrance initiale n'était pas la fin, mais le premier étage d'une montée en puissance. Il affirma que l'économie nationale pouvait transformer chaque point de pourcentage perdu en levier pour en gagner un autre ailleurs. Les médias étrangers, d'abord sceptiques, commencèrent à parler de doctrine du carité. En résumé, CES, données chiffrées, ne représentaient pas seulement des bilans comptables. Elles étaient des preuves tangibles que l'embargo américain n'avait pas produit l'effet attendu. Là où Washington cherchait la soumission, le Burkina Faso trouva des arguments pour la réinvention. Là où les marchés prédisaient l'effondrement, ils découvrirent une capacité d'adaptation. Et dans cette équation, une constante demeurait, la voix d'Ibrahim Traoré, répétant que chaque tonne transformée localement valait plus qu'1 million de slogans importés. Face à la crise, deux visions contraires se dressèrent. La première, défendue dans certains cercles occidentaux, affirmait que l'embargo n'était qu'un ajustement légitime. Selon elle, les États-Unis protégeaient leur marché intérieur, encourageait la diversification et rappelait au Burkina Faso que la dépendance à une seule filière restait une faiblesse. Dans cette lecture, la taxe de 50% était une mesure de régulation, dure mais nécessaire pour forcer une économie trop concentrée à se réinventer. La seconde vision, plus répandue en Afrique et en Asie, dénonçait l'embargo comme une arme déguisée. Les critiques soulignaient qu'aucun préavis n'avait été donné, qu'aucune négociation n'avait été ouverte et que la décision ciblait précisément le produit qui nourrissait 160,000 femmes. Pour eux, CU n'était pas une régulation, mais une agression économique destinée à tester la résistance d'un pays jugé trop indépendant. La brutalité du geste, sa soudaineté et son absence de justification transparente renforcèrent cette interprétation. Ibrahim Traoré ne rejeta pas CES arguments contradictoires. Au contraire, il les intégra dans son discours. Oui, admit-il, la dépendance excessive aux carités rendait le pays vulnérable. Oui, l'embargo révélait une faille structurelle. Mais il ajouta immédiatement, reconnaître une faiblesse ne signifie pas accepter la soumission. Au lieu de s'effondrer sous le poids du choc, il choisit d'en faire un levier. Le partenariat avec la Chine, l'amélioration des corridors logistiques et l'inclusion de clauses de transformation locale montraient que l'épreuve devenait une opportunité de consolidation. Ces raisonnements inversaient le rapport de force. Aux yeux de Traoré, l'embargo n'était pas la preuve d'une faiblesse africaine, mais la preuve d'une peur occidentale. Si Washington avait jugé nécessaire d'attaquer un produit aussi symbolique, c'est qu'il craignait la montée en puissance d'un modèle africain souverain. Ainsi, loin de réfuter ceux opposants, il les dépassa. L'embargo devenait à la fois un avertissement et un tremplin. Un tournant s'impose. Au milieu de la tourmente, une phrase fit basculer la perception. Ce n'est pas une rupture, c'est une redirection. Prononcée par Ibrahim Traoré le four août, elle résumait un basculement historique. Ce jour-là, la carte du commerce cessa d'être occidentale pour devenir multipolaire. Le détail révélateur fut simple mais décisif. En 3 jours, la Chine accorda des licences à 128 entreprises, sans condition de quota ni dette cachée. Ces chiffres précis montraient que le Burkina Faso n'était pas condamné à l'isolement. Il pouvait redessiner SE-Route, tracer un nouvel axe et se présenter comme partenaire souverain. Pour les femmes de Kénédougou qui reprirent le travail, CE n'était pas une statistique, mais une promesse de revenus. Pour les analystes de Londres, c'était une hausse de 11% des cours. Et pour les voisins africains, c'était un signal. Le karité pouvait devenir un drapeau, pas seulement un produit. À cet instant précis, le conflit cessa d'être défensif. Il devint une stratégie. Les conséquences du pivot ne tardèrent pas à se manifester, et elles touchèrent 4 sphères bien distinctes. Les citoyens, les entreprises, les voisins régionaux et les équilibres géopolitiques. Pour les citoyens, l'effet fut immédiat. Dans les villages, la reprise de la production signifiait un retour aux revenus. À Kénédougou, des femmes dansèrent en apprenant que des cargaisons partirent vers l'Est. Une ouvrière expliqua qu'après 2 semaines de doute, elle pouvait enfin payer la scolarité de SES enfants. Ces histoires individuelles donnaient chair à une victoire collective.
Chaque tonne exportée représentait des repas, des soins, de la dignité restaurée. Pour les entreprises, la secousse fut paradoxale. Les grands laboratoires cosmétiques américains et européens, privés de karité burkinabé, tentèrent de reformuler leur crème. Mais le résultat déçut, texture plus grasse, absorption médiocre, clients mécontents. Une hausse de 11% de l'indice des futurs montrait combien le marché paniquait. Pendant ce temps, en Asie, de nouvelles usines se construisaient à Shenzhen ou Nankin, prêtes à transformer sur place la matière première burkinabé. La chaîne de valeur se réorganisait et le centre de gravité glissait. Pour les voisins régionaux, le message fut clair. À Accra, à Lagos, des ministères étudièrent de la possibilité d'appliquer le modèle karité à d'autres matières premières, cacao, huile de palme, noix de cajou. Les radios locales en firent un sujet quotidien, transformant une crise nationale en source d'inspiration continentale. Certains se demandaient, et si le Sahel tout entier apprenait à dire non? Enfin, pour l'équilibre géopolitique, le basculement fut spectaculaire. En quelques jours, le Burkina Faso, petit pays enclavé, força les chancelleries à recalculer leur stratégie. À Washington, la frustration domina. L'embargo avait fragilisé des PME américaines sans affaiblir Ouagadougou. À Paris, on parla de perte d'évidence, c'est-à-dire de l'idée que la France disposerait toujours d'un accès privilégié. À Addis Abeba, les diplomates africains virent dans la posture de Traoré une preuve que la négociation entre égaux n'était plus un rêve mais une pratique en cours. Ainsi, les répercussions dépassaient largement la filière du karité. Pour les Burkinabés, il s'agissait de survie et de fierté. Pour les multinationales, de perte et d'adaptation forcée. Pour les voisins africains, d'une leçon stratégique. Et pour les grandes puissances, d'un signal, l'ère où l'Afrique subissait sans répondre semblait toucher à sa fin. Le paradoxe était frappant. Un produit longtemps relégué au rang d'ingrédient exotique devenait un instrument de souveraineté. Ibrahim Traoré, en le brandissant comme tel, montrait que même une filière modeste pouvait faire trembler les cartes du pouvoir mondial. À moyen terme, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso. Le partenariat oriental se consolide, les infrastructures internes continuent d'être rénovées et la production reprend un rythme stable. Le karité burkinabé gagne de nouveaux marchés en Asie et au Moyen-Orient, tandis que l'Occident cherche à réintégrer Ouagadougou par des négociations plus équilibrées. Ce scénario suppose une adaptation progressive mais sans rupture majeure. Le modèle karité inspire un mouvement continental. Des pays comme le Ghana ou le Nigeria choisissent de verticaliser leur filière cacao et huile de palme suivant l'exemple burkinabé. Les coopératives locales deviennent des acteurs puissants, dotés de formation et de moyens logistiques. L'Afrique ne se contente plus de vendre du brut. Elle impose des clauses de transformation locales, multipliant par 2 ou 3 la valeur ajoutée captée. Dans cette perspective, le Burkina Faso ne serait pas seulement un survivant, mais un pionnier reconnu, un laboratoire de souveraineté économique. Les pressions occidentales s'intensifient, prenant la forme de sanctions secondaires ou de blocages financiers. Les promesses d'investissements orientaux tardent à se concrétiser et la logistique interne souffre d'embouteillages chroniques. Le risque dans CECIS est un essoufflement social. Coopératives découragées, PME fragilisées, jeunesse désillusionnée. L'élan politique pourrait alors s'éroder, redonnant prise aux anciennes dépendances. Quelle que soit l'issue, une certitude demeure. La crise a révélé que l'économie burkinabé n'est pas une périphérie passive, mais une actrice capable de dicter ses propres termes. Ibrahim Traoré le répète, « Nous ne sommes plus des réserves, nous sommes des rivaux ». La leçon à tirer est universelle. Une matière première, si modeste qu'elle paraisse, peut devenir un levier géopolitique dès lors qu'elle est associée à une vision. Et si le beurre de karité a pu réécrire une partie des règles du commerce mondial, que pourraient faire d'autres filières africaines si elles choisissaient la même voie? Voilà la réflexion que les 6 à 12 prochains mois mettront à l'épreuve. Cette histoire n'est pas seulement une affaire de chiffres et de traités. Elle touche des réalités que chacun peut comprendre. Pour les familles, burkinabé, le karité représente bien plus qu'un produit d'exportation. C'est le parfum de la cuisine quotidienne, le soin appliqué sur la peau des enfants, la transmission d'un savoir-faire ancestral. Derrière chaque baril expédié, il y a des gestes transmis, de mère en fille, des heures de labeur qui nourrissent une fierté intime. Pour la diaspora africaine, la révolte d'Ibrahim Traoré a une résonance particulière.
Beaucoup reconnaissent dans cette décision une revanche symbolique après des décennies où le continent semblait condamné à accepter des règles fixées ailleurs. Chaque container parti vers l'Est est perçu comme une affirmation identitaire. L'Afrique n'attend plus d'être invitée à la table, elle construit la sienne. Et pour les consommateurs du Nord, la crise a fait apparaître une vérité inattendue. L'origine compte. Les clients habitués aux crèmes propres et éthiques ont immédiatement senti la différence quand le karité burkinabé disparut des formules. Le produit final perdit son âme et l'attachement à la marque s'effrita. Derrière ces détails se cache une leçon universelle. Quand l'éthique est compromise, la confiance se brise. Ainsi, chacun, qu'il vive à Ouagadougou, à Paris ou à New York, peut trouver une part de soi dans ces récits. Car il ne parle pas seulement de beurre, mais de dignité, de mémoire et de choix collectifs. Et la question revient vers nous. Si le Burkina Faso a su transformer une sanction en symbole, qu'est-ce que nous, spectateurs de cette histoire, sommes prêts à transformer dans nos propres vies? La crise révéla une faille, mais elle ouvrit aussi un chemin. Pour Ibrahim Traoré et son gouvernement, la réponse ne pouvait pas se limiter à un discours de résistance. Il fallait une feuille de route claire. Les coopératives furent immédiatement soutenues par un fonds d'urgence. Objectif: éviter l'effondrement social, maintenir les revenus de base, empêcher l'exode rural. Chaque baril de karité exporté devait désormais passer par une phase de traitement local. CE n'était plus une option, mais une obligation. Des usines pilotes virent le jour, équipées de séchoirs solaires et de chaînes de conditionnement financées par de nouveaux partenaires. Le gouvernement encouragea les filières voisines, coton, noix de cajou, sésame, à s'inspirer du modèle karité. L'idée était simple, multiplier les cordes à l'arc national pour éviter qu'un futur embargo ne paralyse tout un pays. Les corridors routiers de Dori et Koudougou furent rénovés, réduisant de 40% les délais internes. Des plateformes numériques permirent aux coopératives de suivre en temps réel leurs cargaisons et paiements. La souveraineté ne se construisait pas seulement dans les discours, mais aussi dans la logistique. Dans les forums africains, Ouagadougou défendit une doctrine claire. Plus de contrats opaques, plus d'arbitrage offshore, mais des règles écrites et traduites et respectées localement. Cette transparence devint un argument diplomatique, renforçant la crédibilité du pays. Ainsi, la trajectoire proposée ne se réduisait pas à survivre à l'embargo. Elle consistait à transformer une crise en laboratoire de souveraineté. La question restait ouverte. Combien d'autres nations africaines oseraient emprunter même chemin? Au terme de cette épreuve, une image demeure, celle des femmes de Kaya, debout sous un éhème, leurs mains encore couvertes de pâte, mais leurs regards tournés vers l'avenir. Ces gestes simples et tenaces devinrent le motif que rappela Ibrahim Traoré dans SE Discours. Il disait que chaque noix brisée n'était pas seulement matière première, mais fragment de souveraineté. Le contraste est saisissant. CE qui avait commencé comme une sanction humiliante se transforma en symbole collectif. Le karité cessa d'être une marchandise silencieuse pour devenir une bannière levée. Dans les rues de Ouagadougou, les slogans ne parlaient qu'on plus d'embargo, mais de dignité retrouvée. Ce rappel émotionnel n'est pas un artifice. Il souligne la leçon de fond. Une nation peut perdre des contrats, voir camions à l'arrêt, subir des chocs brutaux, mais tant qu'elle conserve la conviction que sa valeur ne se négocie pas à rabais, elle reste debout. Et c'est peut-être là la phrase clou de récit. On peut briser des cargaisons, mais pas une dignité. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un pays enclavé. C'est un rappel que la souveraineté se tisse dans les mains de celles et ceux qui travaillent, dans les choix de dirigeants qui refusent de la résignation et dans la solidarité de communautés qui se lèvent ensemble. Ibrahim Traoré a montré qu'un produit jugé marginal pouvait devenir une arme de dignité. Mais la question va plus loin. Que signifie la souveraineté dans votre propre vie? Si vous êtes entrepreneur, qu'êtes-vous prêt à défendre face aux pressions? Si vous êtes consommateur, que valorisez-vous dans que vous achetez? Et si vous êtes simple témoin, quelle voix souhaitez-vous ajouter à cette conversation mondiale? Partagez vos réflexions. Laissez un commentaire sur que la dignité signifie pour vous et comment elle se traduit dans votre langue, dans votre quotidien. Abonnez-vous pour suivre CES Récit qui ne parle pas seulement de politique, mais de choix humains. Et surtout, partagez cette histoire avec quelqu'un qui doute encore que l'Afrique puisse redéfinir les règles du jeu.